Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un book haul un petit peu moins conséquent que les précédents, puisque j'essaye au maximum de diviser un petit peu la quantité de, que ce soit de réception ou d'achat que je peux faire, et de ne pas tout vous présenter de façon aussi massive que ce que je le faisais avant. Voilà, ce qui explique que peut-être ce book haul sera un petit peu moins long que les précédents. Je vais commencer avec les services presse, je continuerai avec les graphiques et ça ira vite puisque aujourd'hui je n'ai qu'un titre à vous présenter dans ce domaine-là, et ensuite je continuerai avec mes divers achats. Voilà. Je commence tout de suite avec deux réceptions qui me viennent de chez Fleurus. Donc Fleurus, si vous ne connaissez pas, c'est une petite... Enfin, c'est une maison d'édition. C'est pas une petite maison d'édition, mais c'est une maison d'édition qui s'adresse à un public jeune, voilà. Très récemment, ils ont sorti donc une petite collection qui s'appelle les Lumières de Paris. Et cette collection, ce sont donc des femmes qui s'illustrent au 19e siècle, principalement fin 19e siècle, dans différents domaines. Donc ici, on va avoir Juliette, la mode au bout des doigts, et ensuite on va avoir Pauline, demoiselle des grands magasins. Donc dans le titre... Alors je suis désolée, j'ai Indy qui est en train de se battre avec le tapis encore une fois. Donc dans le titre qui concerne Juliette, nous allons donc suivre Juliette qui vient de la ville de Lyon et qui va monter à la capitale afin d'exercer la profession qui lui tient à cœur, à savoir devenir styliste. Donc ce sera l'histoire de Juliette. Et ensuite ici nous avons l'histoire de Pauline qui vient du Havre, si je me rappelle bien, voilà, fraîchement débarquée du Havre, découvre ébahie les boulevards, théâtres et les grands magasins, mais lorsqu'on a 16 ans, plus de mer et peu de fortune, les lumières de la vie parisienne semblent inaccessibles. Pauline est pourtant déterminée à prendre sa part dans la marche du siècle, séduite par le luxe et l'élégance parisienne, le grand magasin édifié par le célèbre Émile Bovincar. Elle réussit à s'y faire embaucher et grimpe peu à peu les échelons, mais lorsque ses sœurs réclament son aide, sa carrière se trouve menacée. Voilà, donc c'est un petit peu... c'est des ouvrages jeunesse qui vont parler de la condition des femmes au 19e siècle et qui vont être top à laisser dans mes classes lorsque j'en aurai fait la lecture. Je poursuis avec la rentrée littéraire d'Albin Michel. J'ai reçu 3 titres concernant cette rentrée littéraire. Je vous en ai parlé dans un vlog précédent, je ne sais pas s'il est déjà sorti, j'imagine que oui. Je vais commencer par le titre le plus rapide, à savoir le dernier titre d'Amélie Nothomb, L'impossible retour, dont je ne vais absolument rien vous dire, si ce n'est la phrase qu'on trouve en 4e, tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Voilà, comme d'habitude, les romans d'Amélie Nothomb ne sont pas présentés plus explicitement, donc il faudra que ça attende lecture pour que je vous en dise un petit peu plus. Le roman suivant de la rentrée littéraire d'Albin Michel, il s'agit de ce titre-là, qui est donc Le mal joli d'Emma Baker, qui va donc parler de la complexité de deux amours absolus qui se superposent, à savoir la passion amoureuse et la relation mère-enfant. Donc on va vraiment suivre la complexité de ces rapports et de ces amours est-ce qu'ils se fragmentent, est-ce qu'ils se divisent. Ce sera un petit peu l'interrogation centrale du roman, tout du moins de ce que j'en ai compris à partir de la lecture, tout à la fois de la 4e de couverture et du communiqué de presse. Et ensuite nous avons Wonderland de Pauline Clavière, qui est un ouvrage que j'ai demandé pour plusieurs raisons. D'une part, je souhaitais un petit peu parler des autrices contemporaines voilà, françaises qui sont éditées là actuellement, et découvrir également ce qu'elles peuvent faire. Et d'autre part, ce récit se déroule dans le Cantal, et comme je suis dans le haut de la Lozère, je lis très peu de titres finalement qui se déroulent dans ces paysages-là, qui sont pourtant, je vous l'assure, très beaux, très poétiques, et qui appellent à beaucoup de réflexions qui ont aussi été le théâtre de nombreuses scènes de résistance, qui peuvent également être tout à fait susceptibles de voir germer des mythes, des légendes locales. Bref, ce sont vraiment des lieux qui sont propices, je trouve, à stimuler l'imagination des écrivains. Et de façon très surprenante, je tombe sur assez peu de romans qui s'illustrent dans ce cadre-là. Donc ici, c'est le cas. On a deux jeunes femmes qui débarquent en plein bal. On va se demander si elles sont espionnes ou sorcières, puisque c'est un pays, comme dit dans le résumé, taiseux.
Et on va s'interroger un petit peu sur ce que viennent faire ces étrangères dans ce lieu. Voilà, ça c'était pour le dernier titre. Et j'ai terminé avec les services presse. Je passe à mes achats. Et donc je vous l'avais dit, je vais commencer par les graphiques. Le premier graphique que je me suis procuré, c'est Ma Mamie Adorée. Alors ce titre, je l'ai pris pour deux raisons. La première était que je souhaitais absolument découvrir la maison d'édition du Renard Doré. Peut-être que vous connaissez cette célèbre librairie de manga à Paris et que vous êtes déjà allé y faire un tour. Alors c'est toujours une expérience très agréable, je trouve, de s'y rendre. Et depuis peu, donc, ils ont créé leur petite maison d'édition. Et pour l'instant, alors, au moment où j'ai acheté ce titre, tout du moins, seulement 3 titres étaient parus. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais j'ai choisi Ma Mamie Adorée, puisque, bon, vous n'êtes pas sans savoir, je vous en ai parlé, et c'est au moment où j'ai acheté ce titre que j'ai perdu ma mamie récemment. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa voilà, de tomber dans un ouvrage comme ça qui a l'air très contemplatif, très nostalgique aussi, qui propose des traits un petit peu esquissés, qui est très fin, qui a des couleurs pastel, qui est vraiment joli. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi celui-ci et je suis impatiente d'en faire la lecture. Maintenant, je vais passer à mes achats. Comme d'habitude, c'est très éclectique, bien que je vous l'ai rappelé lors du dernier book haul, il y a des chances qu'il y ait plus de fantaisie et de romans plus léger, je dirais, pendant un temps sur la chaîne, parce que c'est ce que je préfère lire actuellement, tout du moins ce que je me sens le plus apte à lire en ce moment. Il y a des exceptions bien sûr, mais en l'occurrence, bon ben là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que je vais vous présenter. Par contre, juste, je pense à quelque chose. J'ai deux autres services presse à vous présenter, simplement ils étaient dans ma pile de livres lus puisque je suis censée vous les présenter en avis lecture. Le premier c'est Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon que j'ai terminé, ça m'a pas beaucoup plu, mais on suit l'histoire d'un jeune garçon qui va venir s'installer sur la côte bretonne ou normande et qui va se lier d'amitié avec un garçon qui a un talent tout particulier pour siffler le chant des oiseaux, et tous les deux vont créer une relation basée là-dessus. Le jeune parisien ayant débarqué en Normandie, Bretagne, va s'adonner un petit peu voilà, à un travail acharné autour du développement de cet art du chant des oiseaux. L'autre va un petit peu se retrouver dans l'expectative et un petit peu choqué par le développement très rapide des compétences de son compagnon. Bref, voilà, en gros, il y a deux temporalités. Voilà. L'autre titre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Seuil, cette fois, qui m'ont contacté directement pour ce titre-là. Je ne suis pas en partenariat permanent avec les éditions Seuil. Donc La Malédiction des Flores d'Angelica Lopez, qui est un ouvrage dont je vous parlerai beaucoup plus en détail dans le prochain avis lecture ou dans l'avis lecture précédent. Je suis désolée, je ne sais pas encore la chronologie des vidéos à venir. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, même si au départ j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. On va suivre deux temporalités ici aussi, donc 2010 et 1918. On est tantôt à Rio de Janeiro, tantôt à Nordeste. Donc on suit d'une part Eugenia, qui est en 1918, qui va être mariée de force à un homme qu'elle déteste et qui est très influent d'un point de vue politique dans son village, et qui va tout faire pour essayer de s'émanciper, et qui va créer donc un code à partir de la dentelle. Donc si vous êtes des amateurs de l'art du fil, vous savez qu'il y a plusieurs appellations au niveau des points. Vous avez donc le point de croix, vous avez le point de tige, bref, tout un tas de points qui, mis bout à bout, vont former un alphabet, et à partir de cet alphabet, Eugenia va envoyer des messages à ses amis qui vont donc être brodés au sein de la dentelle. Donc c'est un roman féministe, tout du moins qui propose une analyse féministe de la situation d'Eugenia à son époque, et c'était vraiment très très bien pensé. Donc voilà, bon après je vous en dirai beaucoup plus dans l'avis lecture, mais voilà, ça fait également partie de mes réceptions. Maintenant je vais passer rapidement, je suis désolée, j'ai Indy qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, elle est déchaînée. Je vais passer aux choses qui vont un petit peu vite. Donc le premier ouvrage que je me suis procuré, c'est La Chronique des Bridgerton, Daphné et Anthony, donc de Julia Quinn, qui est donc le tome 1 de la fameuse saga adaptée sur Netflix. J'aime beaucoup la série et je sais qu'elle a beaucoup de défauts, hein, je dis pas le contraire, mais je la trouve extrêmement addictive, et en ce qui me concerne, je me jette sur les saisons dès qu'elles sortent. Donc j'étais curieuse de faire un petit peu la découverte de ce qui est à l'origine
de cette saga que j'apprécie tant suivre au fil du temps. De ce que j'ai compris, la série Netflix prend quelques libertés, ce qui n'est pas plus mal aussi, hein, puisque ça reste des œuvres à part entière. Mais voilà, je suis curieuse de savoir un petit peu de quelle façon, justement de quelle façon la série choisit de s'émanciper du roman. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce titre-là. Donc Daphné et Anthony, j'imagine que ça regroupe la saison 1 et la saison 2 de la série. Alors par contre, je ne sais pas si vous entendez les pages craquer, mais je trouve ça assez surprenant parce que je n'avais pas encore feuilleté l'ouvrage. Je vais les faire bien craquer d'ailleurs parce que je trouve ça vraiment étonnant. Je pense que c'est le Jaspe Page qui fait cela. Donc on a j'ai l'impression que la partie concernant Daphné est bien plus dense que celle concernant Anthony, puisque nous avons 400 pages consacrées à Daphné et 287 à Anthony, mais peut-être que le tome 3 et 4 reprennent un petit peu aussi l'histoire d'Anthony. Bref, passons, voilà, premier tome de Bridgerton, parce que j'avais envie de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu, donc là je me le suis procuré sur Vinted à un prix vraiment dérisoire, le tome 1 de Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Alors comment s'appelle la saga, parce que je vous dis le premier tome de Un sorcier noir et éternel, mais c'est pas ça le nom de la saga, je ne sais plus. Bref, donc là on est sur un roman young adulte qui est orienté romantasy. Un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose, mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Emberfall. Son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit, coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Bref, réécriture de La Belle et la Bête, j'en conclus. J'avoue que le résumé ne me tentait pas du tout. C'est vraiment à force de voir des avis très élogieux sur la saga que je me suis dit que voilà, je pouvais me laisser tenter compte tenu du fait que le prix était dorénavant bien plus accessible, puisque neuf l'ouvrage coûte une vingtaine d'euros et que là je crois que je l'ai payé quelque chose comme 3 euros sur Vinted, donc avec les frais ça m'a fait 5 euros. J'étais curieuse de le définir. Je sais qu'il est disponible en audio sur Nextory, donc éventuellement si je vois que je tarde à me lancer, je me lancerai sur Nextory et je revendrai ce titre là ou je le donnerai à quelqu'un. Bref, mais voilà, c'est vrai que le résumé ne me tentait absolument pas à l'initial, mais compte tenu voilà, des opinions qui avaient pu être émises par la suite, il me tentait un peu plus. Et au dos, vous avez une phrase, une épopée féministe riche et haletante. Donc je suis curieuse de savoir dans quelle mesure ce titre est féministe. Voilà. Je vais continuer avec la fantasy et ensuite je basculerai sur tout ce qui va être un peu plus... comment pourrait-on dire littérature classique ou contemporaine en poche. Voilà. Donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent que j'ai commencé, qui est publié donc chez les éditions MXM Bookmark. Alors je suis vraiment impressionnée par la taille de la police chez MXM. Il faut dire que les livres sont immenses. Je ne sais pas si vous voyez la taille de celui-ci, mais bon voilà, ce sont des livres quand même assez costauds. Si je me le suis procuré, c'est que Nina en a dit beaucoup de bien sur sa chaîne, donc Nina Quill, et c'est vrai que Carissa Broadbent était une autrice qui me hypait pas mal pour la raison qu'elle est souvent comparée à Sarah J. Maas et que de façon générale j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu lire de Sarah J. Maas. Je me suis dit que dans la continuité ça pourrait être très sympa. Je vais me permettre de ne pas vous lire le résumé pour une raison simple, c'est que le résumé, moi, il m'aurait plus rebuté que donné véritablement envie de découvrir ce titre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des vibes un petit peu à la Hunger Games et qu'en même temps on est dans un univers de fantasy, enfin non, plutôt de fantastique, d'urban fantasy, et c'est mené avec beaucoup de justesse, je trouve. La plume de Carissa Broadbent est très intéressante. Ce n'est pas comme certains autres titres que j'ai pu lire dans cette collection Lost Kingdom, qui était un petit peu écrit avec le... voilà, je vous le dis pas, pardonnez-moi l'expression, mais le cœur y est. Là, en l'occurrence, non, je trouve que c'est vraiment... exigeant, qu'il y a beaucoup de détails qui sont importants. C'est un univers de fantasy qui est très dense. Alors certes, il y a une romance, voilà... là où j'en suis pas encore, mais enfin si on comprend qu'il y a quelque chose qui s'esquisse. Bon, moi j'en suis qu'au chapitre 3 pour l'instant et je vais pas le reprendre tout de suite en plus, mais voilà, enfin c'est un titre qui m'a vraiment parlé, hypé. Il y a un nouveau livre de Carissa Broadbent qui est sorti, que je me suis également procuré mais que je n'ai pas là tout de suite, donc je vous le montrerai lorsque je l'aurai récupéré. Mais c'est une autrice en tout cas que je prends pour l'instant du plaisir à découvrir et à suivre.
Donc voilà, pourquoi pas. Une autre chose que je ne pensais jamais lire, et très honnêtement, je me le suis procuré parce qu'encore une fois j'ai entendu beaucoup trop d'avis élogieux le concernant, mais j'avais lu les 2 premiers chapitres et j'avais trouvé ça horrible. C'est Guild donc de Raven Kennedy, donc la saga d'Oren, qui concerne donc une espèce de réécriture du roi Midas. Et franchement, quand j'avais commencé, j'avais détesté, mais détesté, j'avais trouvé ça mal écrit, j'avais trouvé ça vulgaire, j'avais trouvé que la scène d'introduction était d'une perversion inutile et crasse, donc toutes les raisons pour ne pas continuer. Et en fait là c'est pareil, à force de voir des avis élogieux et compte tenu du fait qu'actuellement je n'arrive pas à lire des choses très demandantes, je me suis dit pourquoi pas, et franchement je l'ai acheté d'occasion parce que donner des sous à Hugo ça m'embête, voilà, d'un point de vue éthique ça m'embête, donc il était d'occasion, je l'ai pris, voilà, il m'a coûté 6 €. C'est peut-être cher payé pour ce que c'est, je ne l'ai pas encore lu, donc on verra bien. Et puis si ça se trouve, j'adorerais, mais en tout cas, lorsque j'avais commencé, j'avais trouvé ça immonde, horrible. J'avais prévu que ce soit notre lecture de voiture avec mon compagnon pendant quelques temps, mais après 3 chapitres, vraiment... il y a eu un consensus général pour dire que ce ne serait pas du tout le cas, même si ça nous a fait beaucoup rire le fait que des choses pareilles puissent être éditées de façon aussi random, malgré leur vulgarité, leur perversion, c'est même pas une perversion qui sert un propos particulier, c'est juste pervers et dégueu sur des choses enfin, le traitement des femmes, bref. Passons. Je me dis, je vais essayer, et si ça se trouve, au moins, comme pour Captive, si ça se trouve, je vais le lire et je pourrais vous faire un retour vachement construit sur le pourquoi je n'ai pas aimé et pourquoi il ne faut pas lire ce type d'ouvrage. Comme j'avais tenté de le faire, voilà, encore une fois pour Captive, on verra bien. Un autre titre que je voulais depuis un moment, qui là pour le coup se range en fantasy adulte, je pense qu'il se range en cozy fantasy pour être plus exact. Légende élatée de Travis Baldry, qui est un ouvrage donc, qui met en scène Viv, qui est une orque mercenaire au passé sanglant, qui décide de changer de vie. À l'aide d'une légendaire pierre censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse, la création d'un café. Un pari risqué car dans la ville de Twin, les elfes, lutins et autres ratelins ignorent tout ce que... Je suis désolée, j'ai une idée qui fait tellement de bruit. Noun, arrête de manger le marque-page. Allez, viens. Viens là. Allez, oui. Un pari risqué car dans la ville de Twin, les elfes, lutins et autres ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main du Madrigal, la mafia locale, viennent s'en mêler et que l'un de ses anciens compagnons d'armes rôde alentour, Viv sait d'expérience que son aventure ne se déroulera pas sans embûche. Aux côtés d'une succube très perspicace, d'un hobgoblin mutique et de divers alliés improbables, Viv devra réussir à se tailler une place dans un monde qui lui est inconnu tout en protégeant coûte que coûte ce qui compte le plus pour elle. Voilà, bon alors pareil, écrit extrêmement gros, je pense que là c'est une lecture qui ira très vite. Si le trépied bouge, je suis désolée. Encore une fois, j'ai une Indie qui est déchaînée, mais déchaînée. On passe à tout ce qui est plus contemporain ou classique. Je commence avec Une fille facile de Louise O'Neill. C'est un livre que je veux depuis longtemps et qui n'est plus édité, qui va parler d'une jeune fille qui s'appelle Emma, qui a 18 ans et qui lors d'une soirée va être victime d'un viol et qui va se faire photographier, harceler sur les réseaux sociaux, et sa vie va être complètement brisée. Voilà. Et c'est cette histoire-là, donc c'est une lecture lourde que je ne vais pas faire tout de suite parce que je ne m'en sens pas capable, mais en tout cas voilà, il me tente depuis sa sortie, et sa sortie maintenant remonte à, voyons voir, ça fait un petit moment quand même, 2018, donc 4 ans, non pardon 6 ans, ouf, que le temps passe vite, et ouais, voilà, enfin vraiment j'avais très envie de me lancer. Vous avez une phrase au dos qui dit quand tu prononces un mot comme celui-ci, tu ne peux plus faire marche arrière. Faire comme s'il ne s'était rien passé, c'est plus simple comme ça, plus simple pour toi. Voilà. Donc voilà, encore une fois impatiente, même si ce n'est pas du tout le moment pour moi de me lancer dans ce titre-là. Je vais poursuivre avec La crique du français de Daphné du Maurier. Je commence à avoir un certain nombre de titres de l'autrice dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu, ou tout du moins pas en terminant un titre dans son intégralité. Ici on a l'air d'être dans quelque chose qui s'apparente à une romance, je dirais,
au 19e siècle. Donc fuyant les mondanités londoniennes, Donna Saint-Colombe, une jeune lady à la beauté fière et au caractère rebelle, s'est réfugiée au bord de la Manche dans sa résidence de Navron. Là, elle rencontre l'homme qui saura la séduire, un pirate français du nom de Pierre Blanc. Mais l'impitoyable Lord Roggingham, qui la poursuit de ses assiduités, n'entend pas céder à un pareil rival. La chasse aux Français commence et avec elle un crescendo d'épisodes dramatiques. Ici, comme dans ses meilleures œuvres, L'Auberge de la Jamaïque, Rebecca, la grande romancière anglaise, excelle à camper des personnages dont la destinée nous passionne. Elle nous entraîne jusqu'au dénouement dans un irrésistible tourbillon de romantisme et d'aventure. Voilà, donc ça a l'air très très cool. Et ça, pour le coup, je pense que je pourrais le lire maintenant. Un ouvrage dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas plus m'étendre dessus. Simplement, comme j'en avais fait la lecture en audio sur Nextory il y a quelques temps maintenant, je le voulais en format papier dans La forêt de Jean Egland. Je l'ai déjà en version BD. Je vous l'ai montré il y a peu dans le book haul précédent, pour tout vous dire. Et voilà, ça faisait un moment que je voulais l'avoir dans ma bibliothèque, donc j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu. Et je pense en faire la relecture potentiellement, même si ce n'est pas une priorité, puisque j'en garde quand même des souvenirs très vivaces. Et je suis vraiment désolée, j'ai une obsession avec ces étiquettes à les enlever pendant le book haul, je suis désolée. Mais c'est vrai que voilà, c'est un titre qui m'a beaucoup parlé, que je trouve très bien écrit, très intelligent, avec des protagonistes qui ont chacun leur complexité, leur caractère. Je le trouve aussi... sans concession, ce titre, avec des descriptions qui sont parfois d'une violence assez insoutenable pour le lecteur, mais c'est fait avec beaucoup de justesse, encore une fois, donc j'avais forcément envie de le lire. Ensuite, puisque il serait temps que je continue ma découverte de Kafka, dont je n'ai lu que la Métamorphose, Le Château, qui est considéré comme l'autre de ses chefs-d'œuvre. Alors, quelle singulière mission, quel puissant appel ont pu fixer l'énigmatique MK sur les terres du comte West-West? L'auberge du village enneigé où il échoue par un soir d'hiver sera-t-elle désormais le visage de son destin ou l'ultime étape vers ce monde du château qui semble aimanter ses rêves? Lorsque s'interrompt ce récit inachevé, le lecteur quitte à regret une contrée onirique éclairée par l'humour et la facétie. Allégorie moderne, fable ou fiction pure, le château se dresse comme un nid d'aigle où Kafka accumule un trésor d'images et de visions qu'il plonge, comme le voulait l'un de ses maîtres Kierkegaard, dans des eaux baptismales de l'oubli pour le consacrer à l'éternité du ressouvenir. Je dois vous avouer que je n'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que c'est considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre et j'ai envie de faire la relecture de Kafka depuis un moment. Je n'avais pas envie de me lancer dans le procès, donc je trouve que c'était une très bonne alternative que de choisir celui-ci. Ensuite, un recueil de nouvelles de Mariana Enriquez que j'ai découvert avec Les dangers de fumer au lit. Donc ici c'est au format poche, ce que nous avons perdu dans le feu. Alors vous savez à quel point j'aime l'esthétique des titres. Je trouve que ce titre est très beau, avec cette particularité notable de l'absence de majuscules au début du se. Je trouve que c'est un titre très élégant. Donc en 12 nouvelles, je sais pas pourquoi je vous fais un résumé. On retrouve donc, je pense que ce livre est un petit peu le fondement, celui qui pose les bases de ce que fait Mariana Enriquez, à savoir frôler un petit peu l'horreur ou tout du moins la littérature un petit peu glauque, voire gore par moment, avec un langage parfois assez cru aussi. Et c'est un recueil de nouvelles, donc j'imagine que le fonctionnement va être assez similaire avec celui des dangers de fumer au lit. C'est une lecture que j'avais bien aimée, avec certes avec de nombreuses lacunes, hein, clairement, il y avait des nouvelles qui me plaisaient beaucoup moins que d'autres, mais voilà, ce n'était pas une raison pour ne pas poursuivre ma découverte de cette autrice, et c'est pour cette raison que j'ai pris ce titre lorsque je l'ai vu. Je poursuis encore avec... Atteindre l'aube de Digli, donc Digli, c'est une autrice que j'ai découverte avec Je serai le feu, donc son recueil de poésie dans lequel elle remet un petit peu en avant des autrices oubliées, des poétesses oubliées, très belle démarche, en plus accompagnée par La Ville Brûle, qui est une maison d'édition que je trouve très rigoureuse, que ce soit dans le choix de ses plumes ou dans ses performances, ses créations éditoriales. Et Digli, donc elle a commencé à rédiger des romans également, avec l'année dernière ou l'année passée c'était Ressac, un ouvrage dans lequel elle faisait un petit peu l'inventaire, son introspection et la rétrospective donc d'un voyage qu'elle entreprend seule dans une abbaye au bord de la mer.
dans laquelle elle va rencontrer une jeune femme qui traverse un petit peu les mêmes choses qu'elle. Elle voit ça un petit peu comme une retraite spirituelle, tout du moins c'est dans cette démarche-là à l'initiale qu'elle s'y rend. Et c'est intéressant de voir un petit peu voilà, les élucubrations de son esprit, quelles sont ses avancées, quels sont ses questionnements, pourquoi est-ce qu'elle en est là à ce moment-là. Donc c'était assez intéressant. Mais voilà, j'avais pas non plus adoré, j'avais passé un très bon moment de lecture, j'avais trouvé ça très bien, mais je trouvais que c'était, je dirais, très représentatif des psychologies, En fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas si c'est le cas et si c'était la volonté de Digli, mais une volonté peut-être d'universaliser le propos qui était un petit peu trop grande et qui du coup dénaturait, je dirais, la sensibilité, la profondeur, la crédibilité, voilà, pardon, du protagoniste. Alors même si ce n'était pas un protagoniste, puisque Digli raconte sa véritable expérience, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'à partir du moment où on se met en scène dans un récit, certes c'est de l'autofiction, du témoignage, mais on est toujours dans une dimension fictionnelle, puisqu'il est compliqué de rapporter le réel exactement comme il est. Et voilà, c'était un petit peu ce que je déplorais dans Ressac, même si j'avais beaucoup aimé cette lecture, hein, je ne dis pas le contraire, et d'ailleurs je pense que je devrais m'atteler à refaire la lecture de ce titre aujourd'hui. Dans cet ouvrage-ci, il me semble que Digli parle de sa tante, voilà, grande-tante Georgie, femme fantasque, adorée, inspirante. Pour l'écrire, elle a déployé l'arsenal obscur de la mémoire, recoupé les enregistrements, dépecé les archives, interrogé les vivants. Un tableau s'est alors dessiné entre elles, mais aussi avec toutes les femmes de leur famille, dressant leur filiation tacite, leurs failles, leurs souffrances, mais surtout leurs passions dans toute leur vérité destructrice. C'est l'histoire des mythologies familiales, de la place douloureuse de la femme et du cheminement vers la résilience. Bref, c'est un récit qui a été sélectionné donc comme le prix du meilleur récit en sélection 2025. Par contre, j'ignore pour quel concours, mais je suis curieuse de découvrir encore un petit peu plus de ce que peut faire Digli. Ensuite, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Chateaubriand, c'est un auteur que j'ai découvert durant mon master 1, je crois. Quand je travaillais sur l'ennui, j'avais lu notamment René, qui est un des ouvrages un petit peu qui pose les bases du romantisme français, je dirais, au même titre que les rêveries du promeneur solitaire. Bref, tout ça peut être très largement discuté, hein, sachez-le, ce sont des généralités très abusives. Mais voilà, on peut dire quand même que Chateaubriand incarne l'esprit romantique à la française, romantique au sens littéraire. Les Mémoires d'outre-tombe, c'est son témoignage, donc vers 1830, Chateaubriand revient aux mémoires de ma vie, entrepris depuis plus de 20 ans. Il les juge trop intimes et oriente son projet à travers le récit de sa propre existence. Les Mémoires d'outre-tombe seront également l'épopée de ce temps qu'il a vécu, et comme témoin et comme acteur. Donc il raconte à la fois sa vie et ce qui peut se passer donc au début du 19e siècle, à son époque. C'est une espèce de superposition je dirais, du vécu intime et du vécu général. C'est une lecture que j'avais déjà entreprise lors de ma première année de master de lettres, donc il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que voilà, j'avais trouvé ça passionnant, j'avais lu plus de la moitié de cette première partie, donc là on a des livres 1 à 12, j'avais lu plus de la moitié. Alors après c'était dans une édition Pléiade, donc plus compliqué de vous dire exactement où je m'étais arrêtée, mais c'est vrai que c'était un titre qui m'avait beaucoup plu et j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir terminé. Là je l'ai trouvé à un prix à peu près raisonnable, il était à 9€. Donc je me le suis procuré et j'espère pouvoir finir d'en faire la lecture. Ensuite, Vers le phare de Virginia Woolf. Ça fait une éternité que je n'ai pas lu Virginia Woolf. Je trouve ça assez dramatique. Mais le problème, c'est que dès que je me dis ce genre de choses, je regarde ma bibliothèque, je regarde ce que j'ai envie de lire. Et je me dis, c'est terrible, mais on peut jamais lire tout ce qu'on veut, malheureusement. Ce que je sais, c'est que ce titre-là, ça fait très 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 longtemps qu'il me tentait. Il avait déjà fait une première arrivée dans ma palle. C'était une édition qui avait extrêmement mal vieilli et le jaunissement avait altéré quelque peu l'écriture. Donc je m'en étais séparée et je m'étais promis de me le procurer de nouveau. Chose faite, donc qu'on ait une soirée d'été sur une île au large de l'Écosse, pôle de convergence des regards et des pensées, Mrs. Ramsay exerce sur famille et amis un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Un enfant rêve d'aller au phare, l'expédition aura lieu un beau matin d'été 10 ans plus tard. Entre-temps, mort et violence envahissent l'espace du récit. Au bouleversement de la famille, Ramsay répond le chaos de la Première Guerre mondiale. La paix revenue, il ne reste plus aux survivants désemparés, désunis qu'à reconstruire sur les ruines. Des bonheurs et des déchirements de son enfance, Virginia Woolf a fait la trame d'une œuvre poétique lumineuse et poignante,
souriante qui dit encore le long tourment de l'écriture et la brièveté de ses joies. Vision fragile, illumination fugace, allumette craquée à l'improviste dans le noir. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. Voilà. J'espère que ça ne va pas couper parce qu'il me reste un livre à vous présenter. Les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet que je me suis reprocuré parce que je n'aimais pas l'édition que j'avais tout simplement. Donc ce sont des petits contes divers. Vous avez mais je ne sais pas si c'est très connu, mais dans le sud on les lit beaucoup, et puis moi je me suis rendue notamment au moulin qui avait inspiré les lettres de mon moulin. Bref, le sous-préfet au champ, le curé de Cucugnan, la chèvre de Monsieur Seguin, que je pense tout le monde connaît. Évidemment que la batterie n'a pas tenu pour quelques secondes, donc je pense que j'avais terminé de vous parler de ce titre-là. C'est quelque chose que je lis très fréquemment, les lettres de mon moulin, ça fait partie un petit peu des récits de mon enfance, et Daudet, c'est une plume que j'aime bien, que je trouve drôle, que je trouve aussi très élégante, qui me rappelle beaucoup le sud tout simplement, la Provence de façon générale, et c'est vrai que j'aime beaucoup ça, et voilà, surtout depuis que je suis partie, j'aime bien de temps en temps me replonger dans ces textes un petit peu de chez moi, qui me font du bien, qui me rassurent, et puis ma mamie aimait aussi beaucoup Daudet, donc c'est vrai que de ce fait j'avais d'autant plus envie d'avoir une nouvelle édition qui me plaisait beaucoup, en sachant que l'édition illustrée que je possédais, ma maman l'a récupérée parce que elle était beaucoup plus séduite par l'aspect graphique, l'esthétisme des graphismes qui moi ne me plaisait pas du tout et même me dérangeait un petit peu. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, dirons-nous. Je vous remercie d'être resté jusque là, j'espère que cette vidéo vous a plu et que la luminosité n'a pas trop fluctué puisque je tourne finalement assez tard. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, si je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-uns. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.